Et puisque vous venez de voir un reportage sur l'UPF, il est temps d'accueillir notre invité du week-end. Il s'agit de Jean Kouchner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général international de l'Union de la presse francophone. J'y suis arrivé. Première question, de façon générale, qu'est-ce que l'UPF? Quel est son rôle, ses missions? D'abord des titres de gloire pour la décrire. L'UPF, c'est la plus ancienne organisation de la francophonie. Elle a près de 60 ans, ce qui est considérable. Elle existait avant l'Organisation des États francophones, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et elle est partie d'un souci de confrères québécois et de confrères français qui se sont dit il faut essayer d'échanger, au fond, nos expériences dans cet espace francophone qui était un espace existant mais non organisé. Et puis elle s'est développée, et au fur et à mesure qu'elle s'est développée, elle a essaimé dans beaucoup de pays, et elle a eu des temps qui étaient des temps plus ou moins d'activité intense, ou pas. Le secrétaire général qui m'a précédé, je ne devrais pas le dire ici, mais est resté secrétaire général pendant 40 ans, ce qui donne un certain nombre d'habitudes qui sont des habitudes, on va dire, de routine, qui étaient préjudiciables. Ça ronronnait, préjudiciable au fond à son développement. Mais l'équipe qui a été mise en place, qui m'a fait l'honneur de m'élire secrétaire général international, pour la petite histoire, j'étais en Guadeloupe rédacteur en chef d'une chaîne de télévision au moment où j'ai été élu en France à mon insu. Enfin, il m'avait un peu demandé mon avis avant, mais c'est une équipe vraiment, j'insiste là-dessus. Nous avons voulu réinsuffler un peu d'énergie, on va dire, au service des journalistes et des médias francophones. Et je crois que nous sommes en train d'y parvenir. Et quelles sont les actions concrètement que vous menez, que l'UPF mène tout au long de l'année? Autrement dit, quel est le pouvoir de l'UPF au niveau de la presse francophone? Alors, d'abord, c'est un pouvoir qui est un pouvoir au fond psychologique par certains côtés. Par exemple, sur les questions de la liberté de la presse. Il y a un certain nombre d'espaces de pays francophones où la liberté de la presse subit de temps en temps quelques atteintes, pour ne pas dire plus. C'est-à-dire qu'on retrouve de façon tout à fait scandaleuse des journalistes qui n'ont commis aucun autre crime que de s'exprimer librement, en prison, sans jugement, etc. Alors, nous avons un pouvoir de dissuasion dans la mesure où l'UPF est une organisation internationale, une ONG, et que, par conséquent, quand les États s'en prennent à un journaliste et que l'UPF réagit, que nos sections nationales elles-mêmes, d'ailleurs, prennent des dispositions de protestation ou d'action pour essayer d'obtenir leur libération, évidemment, les États, souvent, je ne dis pas que ça les fait toujours reculer, malheureusement, mais quand même, ils le font avec un peu plus de circonspection. Ils savent qu'il risque d'y avoir une réaction internationale forte. Sur ce plan, d'ailleurs, nous agissons souvent avec Reporters sans frontières, évidemment, d'un commun accord. Ça, c'est l'aspect psychologique. Et puis ensuite, concrètement, comment ça se passe? Il y a des sections nationales dans un très grand nombre de pays. Comme la section de Monaco. Oui. Comme la section de Monaco, qui détermine elle-même ses champs de réflexion, ses champs d'action sur les questions qui sont les leurs. On n'a pas à se substituer à la réflexion des journalistes sur le terrain. Alors certains ont des problèmes qui sont des problèmes très locaux, d'autres des problèmes régionaux. Par exemple, nous sommes en train de réfléchir à une réflexion avec plusieurs sections, plusieurs pays, autour de la Centrafrique, sur la question du journalisme en situation de crise. Comment faire pour permettre la circulation de l'information dans un contexte compliqué, difficile, dangereux, et en même temps en assurant, autant que faire se peut, la protection des journalistes. C'est une zone où la situation du journaliste et sa liberté d'expression est bafouée? Il y a beaucoup de pays où elle est, oui, insuffisante. Insuffisante souvent, bafouée parfois. Pire que ça même, dans les pays francophones et ailleurs. Ce n'est pas malheureusement un apanage de la francophonie. Bien sûr. Et pour ce qui nous concerne, on agit dans l'espace francophone, mais nous ne sommes pas indifférents à la situation de nos autres confrères, bien sûr. Vous avez l'impression Mais il y a des progrès quand même. Il y a des progrès. Justement, alors comment se porte la presse francophone et même générale, internationale, en termes de liberté d'expression au XXIe siècle? Est-ce qu'il y a plus de liberté d'expression, moins? Est-ce que la liberté d'expression est différente? Comment est-ce que ça se porte? Oui, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il existe un espace numérique international, Internet, et que la circulation de l'information est dans ce cadre, à l'évidence, quelque chose qui s'est accéléré de façon magistrale. Et ça n'est pas sans conséquence sur les autres médias. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de cacher quelque chose d'une façon générale pour les États qu'ils souhaiteraient ou pour les dirigeants qu'ils souhaiteraient.
Donc oui, de ce point de vue, il y a une circulation de l'information qui est meilleure. Après, est-ce qu'il n'y a quand même pas des atteintes beaucoup trop nombreuses à la liberté d'expression? Si, il y en a encore beaucoup trop. Mais je trouve que c'est en progrès. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, on constate que les États ont pris conscience, au fond, que ça les dessert que d'essayer de limiter la liberté d'expression. Ça les dessert parce que ça leur donne une image internationale déplorable. Et puis, vous savez, par exemple, une de nos revendications, c'est de faire en sorte que ce qu'on appelle les délits de presse soient dépénalisés. Ça ne veut pas dire qu'on est autorisé à commettre des délits quand on est journaliste ou quand on est média, mais ça veut dire que ça n'entraîne pas de peine privative de liberté pour les journalistes qui auraient pu, malheureusement, commettre un certain nombre de délits, diffamation, des choses comme ça. Et on constate que de plus en plus, dans un certain nombre d'États francophones, il y a des pénalisations aujourd'hui de délits de presse, que ça s'inscrit de plus en plus dans la loi. Il faut encore progresser, mais nous sommes déjà sur une bonne voie. Oui, vous avez eu le sentiment que l'UPF, dans ce domaine-là, a déjà fait avancer le schmilblick ou pas? Nous ne prétendons pas être seuls, hein. D'autres organisations aussi agissent pour cela. Oui, je pense qu'on joue un rôle. On joue un rôle. À Dakar, par exemple, ou au Togo, on a eu, à l'occasion de nos assises internationales, on a reçu le président, le Premier ministre, et on leur a posé publiquement cette question. Et on a constaté depuis que la question avance. Alors, est-ce que nous sommes seuls à avoir fait avancer cette question? Je ne vais pas jouer les orgueilleux et me gonfler arbitrairement les chevilles, mais oui, on joue un rôle, sans doute, oui. Là, ici, l'Union de la presse francophone s'est réunie pour parler notamment de l'environnement. C'est-à-dire quel est le thème principal et pourquoi ce thème ici? Écoutez, on sort de la première conférence inaugurale qui est très prometteuse de ce point de vue et qui justifie que nous ayons réfléchi à cette question. En fait, quel est le point de départ? Le point de départ, c'est la volonté de notre section locale de Monaco d'avoir une initiative qui soit une initiative qui puisse rassembler un certain nombre de journalistes. Pour ne rien vous cacher, on avait pensé à ça l'année dernière, il y a 1 an et demi même. Et on avait pensé dans un premier temps faire ça autour du rôle et de la place des femmes dans les médias. Pourquoi? Parce que c'était le thème principal de nos assises de Lomé qui ont eu lieu en novembre dernier. Et on pensait faire, au fond, avoir une espèce de temps de préparation de ces questions en faisant ce symposium méditerranéen. Puis on n'a pas pu le tenir à temps et nos amis monégasques ont réfléchi à un autre thème qui est celui de l'environnement en considérant que cet espace méditerranéen posait toute une série de questions sur ce plan. Et en plus, quand même, il faut souligner que symboliquement, que ça se passe à Monaco, c'était très attirant. Parce qu'il y a une vraie réputation internationale de Monaco en termes de défense de l'environnement. Du prince lui-même, qui est engagé sur ce plan, et les choses se savent. Et en plus, je trouve, et les gens le savent, je crois, qu'il ne s'agit pas d'un engagement de façade. Ce n'est pas une image qu'on veut se donner pour faire bien et pour essayer de séduire des gens qui pensent que c'est mieux, moralement, etc., de défendre l'environnement. Non, c'est concret. Il y a cet engagement. Par exemple, l'année prochaine, on va avoir nos assises à Madagascar, où se tient le sommet des chefs d'État, on sera juste avant. Eh bien, on sait que la fondation du Prince est déjà engagée à Madagascar. Et moi, j'ai pu constater moi-même, auprès de nos confrères malgaches, comment il était populaire sur ce plan. Hein. Il y a une certaine popularité. Les gens disent « Ah, le Prince, oui, quand il vient, on le connaît, il est là, et c'est bien ce qu'il fait, etc. » Donc, c'était symbolique de le faire ici. Puis, il se pose sur le fond, d'abord, parce que c'est ça la grande question. Il se pose des tas de questions. Pas à vous que je vais dire que la limite est toujours étroite entre relation d'une information et engagement militant. Absolument. Qu'est-ce qu'on choisit? Comment on choisit? De parler de quoi? Et avec quelle expérience? Quelle investigation? Etc. Tout à fait. Justement, c'est ma question. Quel est le rôle du journaliste dans l'environnement? Est-ce que le journaliste a un rôle à jouer, ou il a juste à relater des faits, ou justement il a un rôle à jouer pour protéger l'environnement comme ça? D'abord, relater les faits, c'est important. Commençons par ça. Mais ensuite, quel fait? Quel fait on va choisir? C'est-à-dire que le choix qu'on va opérer au départ pour relater justement un événement quelconque, l'angle qu'on va choisir sur une information, comment on va en parler, c'est déjà une prise de position. C'est-à-dire que l'objectivité du journaliste dont on nous rebat les oreilles est une illusion totale. Montrez-moi un journaliste objectif, que celui qui
prétend être objectif me jette la première pierre. C'est même la première chose qu'on apprend dans une école de journalisme, que l'objectivité n'existe pas. L'objectivité n'existe pas. Mais par contre, oui, l'honnêteté existe. Absolument. Donc vous savez bien ça aussi bien que moi. Alors essayons de réfléchir à la mise en œuvre de ces questions-là en termes d'environnement. Parce que sur les questions de l'environnement, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de lobbies, sur les autres non plus, mais en particulier cette question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui beaucoup. Quel est le poids des lobbies, par exemple ? On sait qu'il y a des pressions économiques absolument terribles, non seulement directement sur les journalistes, mais aussi sur les médias eux-mêmes, en termes d'annonces publicitaires, etc. Donc il faut savoir comment traiter ces questions-là, comment y résister, quels outils on se donne. Et sur ce plan, l'échange d'expériences entre les confrères des deux bords de la Méditerranée, de l'ensemble des pays de la Méditerranée, promet d'être très riche. La première séance l'a montré, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Dernière question, si vous le voulez bien. L'UPF remet un prix, le prix de la liberté d'expression, je crois. Qu'est-ce que ce prix ? Qui peut recevoir ce prix ? Qui peut l'obtenir ? Et comment ? Alors, je vais vous démentir et vous livrer un scoop. Il n'y a plus. Vous ne le faites plus. Non, on ne le fait plus. Et je vais vous dire pourquoi on ne le fait plus. On ne le fait plus parce que quand la nouvelle équipe a été mise en place, c'était ce qu'on appelait le prix de la libre expression. C'est ça. Mais on s'est rendu compte que ce prix était attribué un petit peu au petit bonheur la chance. Il y avait une espèce d'influence. On ne savait pas très bien comment étaient choisis les critères, etc. Donc on a préféré avoir un temps de réflexion avant de relancer. Et le scoop, c'est quoi ? Le scoop, c'est que dans le cadre de ce symposium, nous avons, le président Madian Baldiagne de l'UPF et moi-même, nous avons eu le plaisir de déjeuner avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, et que nous avons évoqué cette question. Et qu'on va mettre en place un petit groupe de réflexion avec l'OIF et nous-mêmes pour rétablir un prix international dont on n'a pas encore défini complètement les contours, mais dont on a commencé à définir les principes. Et qu'est-ce que c'est les principes ? C'est qu'il faut que ça aide au développement de la liberté d'expression et des médias dans l'espace francophone. Donc il faut que ça soit significatif, il faut qu'il y ait une remise qui soit une remise médiatiquement parlant significative elle aussi, qu'on en parle, que ce soit vraiment quelque chose qui vienne récompenser des efforts pour la liberté d'expression et avec un jury international qui sera compétent, et je l'espère, en tout cas nous le voulons, et connu. Écoutez, merci pour ce scoop. Et on se quitte, si vous le voulez bien, avec la météo. Il fait toujours beau à Monaco. Toujours.